Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. Le Dr Lamb est une médecin gastropédiatre spécialisée dans les formes longues de la maladie de Hirschsprung. C'est une professionnelle qui dégage énormément de sincérité. Elle est très sensible aux pathologies qu'elle prend en charge et fait preuve d'une grande prudence envers nos petits hirschos, toujours avec bienveillance et humanité. On ressent chez elle une véritable passion pour son métier. Elle nous parle des formes totales avec beaucoup de clarté et d'explication, ce qui nous permet d'ouvrir les yeux sur de nombreux aspects de la maladie, parfois méconnus ou mal compris. Le Dr Lamb raisonne avec discrétion et simplicité, dans le respect du cocon familial et du parcours soignant. Son approche rassurante met en confiance et aide les parents à mieux comprendre et appréhender la prise en charge de leur enfant. Encore un merveilleux épisode, riche en informations précieuses sur nos petits hirschos. Donc aujourd'hui, on accueille Dr Lamb que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous déjà. Moi, je suis pédiatre. J'ai une formation de pédiatre généraliste et je suis un petit peu tombée dans la gastro-entérologie nutrition par hasard, après mon internat et mon clinica, par une collègue qui travaillait à l'hôpital Necker en gastro-entérologie avec qui j'avais fait ma thèse de médecine et qui m'a dit écoute, on cherche quelqu'un pour la nutrition, pour la gastro-entérologie à Necker. Est-ce que tu veux venir? Et donc je suis arrivée en gastro-entérologie nutrition sur le tard. J'ai pas la formation de tous mes collègues, je suis pas passée par le DIU de gastro-entérologie, etc. J'ai fait le DIU de nutrition. Et donc je suis devenue gastropédiatre assez tard. Et je me suis occupée de la maladie de Hirschsprung aussi assez tard parce que c'est au départ de cette collègue qui m'avait fait venir, 5 ans après mon arrivée, donc en 2013, que j'ai repris tous les enfants avec des difficultés nutritionnelles et les enfants qui étaient en nutrition parentérale avec mon chef de service de l'époque, le professeur Olivier Goulet, et que du coup je me suis intéressée à la maladie de Hirschsprung que je connaissais au plan scientifique et au plan scolaire entre guillemets, mais pas du tout au mode pratique. Donc on va dire que je connais bien la maladie de Hirschsprung que depuis 2013, alors ça fait déjà 12 ans, mais Quand même. quand même. Et comme je dis toujours, on apprend finalement peu dans les livres, les maladies rares, mais on les apprend par l'expérience et par nos patients. Et la maladie de Hirschsprung étant une maladie quand même assez rare, on découvre des choses tous les jours. Il ne faut pas avoir peur quand je dis ça, parce qu'on sait quand même les bases, mais c'est vrai qu'on apprend et qu'on découvre des choses qu'on n'imaginait pas, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Et on va en parler justement par la suite. Donc là, ça fait depuis 2013 que vous êtes à Necker, c'est bien ça? 2008. 2008. Ouais. J'étais gastropédiatre, mais je faisais surtout de la nutrition. Ah oui, ok. Mais sans faire de nutrition parentale ou très peu. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de Hirschsprung, effectivement. Si on prend un petit peu donc la vie d'un enfant classique qui a donc vu le chirurgien, etc. Vous, comment vous allez justement discuter de cette maladie auprès des parents, des enfants, etc. Alors, il y a plusieurs cas de figure, parce que comme on est un centre de référence, il y a un certain nombre d'enfants qu'on reçoit alors qu'ils ont déjà 3 ou 4 mois de vie. Donc ceux-là, on va en parler après. Ceux qui sont par contre nés à Necker, qui sont arrivés à Necker dans les premiers jours de vie, qui ont été pris en charge par les chirurgiens. Il y a les enfants qui ont une maladie de Hirschsprung avec une forme qu'on appelle basse ou courte, et qui eux vont avoir un nursing et qui vont ensuite être opérés. En général, ils ont très peu besoin du gastropédiatre. Oui. C'est des enfants qui vont relativement bien. Une fois que le transit est assuré par le nursing, ils prennent leur biberon, ils grossissent, ils rentrent à la maison, ils vont être opérés et finalement, ils n'ont pas besoin de nous. Par contre, on va vite être sollicité par les médecins néonates et les chirurgiens pour un enfant qui va avoir une forme longue de Hirschsprung, donc une forme étendue, qu'ils ont dû mettre en stomie très rapidement dans les premiers jours de vie parce que l'enfant était en occlusion. Et donc là, cet enfant, très souvent, il est en stomie donc au niveau du grêle, et on sait que dans ces cas-là, il va avoir besoin d'une nutrition parentérale au moins les premiers jours, premières semaines de vie, tant qu'on n'a pas la longueur exacte du grêle qui est atteint. Parce qu'au début, on ne l'a pas, parce qu'il faut analyser les biopsies, etc. Donc là, les chirurgiens nous disent, écoute, on a un enfant qu'on a opéré, on pense que c'est une forme étendue, il est en néonate, il est en nutrition parentérale, et donc là, on est amené à rencontrer les parents
Mais en fait, les parents ont déjà reçu le diagnostic Oui. de la part des chirurgiens. Et donc, ils sont déjà sensibilisés, même si on va rester un petit peu flou sur le pronostic et notamment sur la nécessité de la durée de la nutrition parentérale. Parce que déjà, on ne sait pas. Donc, ça ne sert à rien d'affoler des parents en leur disant il va avoir une nutrition parentérale à vie si c'est que pour quelques semaines, quoi. Oui, Donc, oui. tant qu'on ne sait pas, on n'affole pas. Mais on dit voilà, votre enfant, il a une maladie d'Hirschsprung, ça veut dire que tout l'intestin qui est en dessous de la stomie ne fonctionne pas. Et donc, on va falloir un jour qu'on le retire. Et du coup, pour le moment, il va avoir besoin d'être nourri au moins partiellement et hydraté par le cathéter. Mais ça ne l'empêche pas de manger comme tous les bébés. Et vous pouvez lui donner à manger, il faudra juste qu'on s'assure, quand il boit, qu'il ne boive pas trop, pour pas que tout ce qu'il boit sorte par la stomie et qu'on ait du mal à l'hydrater. Donc on reste en fait assez vague, parce que ça fait beaucoup de choses à accepter pour des parents qui ne sont pas du tout préparés à avoir un enfant malade. Bien sûr. On fait les choses très progressivement. Et donc je dirais que souvent, on ne rencontre pas les familles avant que l'enfant ait 3-4 semaines, en fait. Et puis, il va rester en néonate souvent un certain temps, parce que déjà, dans notre service, il n'y a jamais de place. C'est comme ça, c'est compliqué. Et ensuite, parce que on essaye d'avoir une meilleure idée, en fait, du pronostic et de pouvoir se dire, est-ce que cet enfant, il va avoir besoin de sa parentérale pour rentrer à la maison? Et une fois qu'on a affiné un petit peu les choses, qu'on sait la longueur de grêle qui reste et qui fonctionne ou pas, est-ce que la stomie fonctionne bien? Est-ce que ça donne bien? Le débit de stomie, en fonction de ce qu'il mange. Comment l'enfant arrive à rester hydraté ou pas, en fonction de ce qu'on lui apporte. Là, on peut dire un petit peu, bon, bah là, ça va pas être possible, il va falloir la nutrition parentale au moins plusieurs mois. Donc, il pourra pas rentrer sans. Et donc, on va faire rentrer cette famille et cet enfant dans un programme de nutrition parentale à domicile. Et là, il va falloir que l'enfant soit transféré dans notre service pour que les parents puissent être formés à la nutrition parentale, d'une part, et d'autre part, qu'on puisse équilibrer la nutrition pour que l'enfant n'ait pas besoin d'être perfusé 24/24. Eh oui, pour nous, cyclisé. Nous, c'est un petit peu un prérequis pour que il puisse rentrer. on puisse rentrer dans de bonnes conditions. Ok. Alors, on peut rentrer en 24/24, mais nous, on considère que c'est trop pour les parents, etc. Donc, on préfère s'assurer que l'enfant puisse être un petit peu cyclisé, ce qui en général est possible. Et dans ce cas-là, c'est plutôt un poids à peu près 5 kilos quand même. Et donc, du coup, ça ne fait pas une sortie avant 3-4 mois. Et justement, quand vous parliez aux parents de ne pas les laisser trop boire non plus, parce que sinon, il y a un trop gros débit dans la stomie, comment on pourrait imaginer un petit peu, comment vous pouvez expliquer aux parents qui vont vous dire, mais pourquoi finalement, si je lui donne 200, pourquoi il y a 400 qui sort? Comment on pourrait expliquer ça en fait aujourd'hui aux familles? Je crois qu'on n'a même pas besoin de l'expliquer parce qu'en fait, ils le voient. Et donc, du coup, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème en fait. Donc après, on leur explique avec la physiologie de l'intestin, c'est qu'en fait, quand on boit, il y a des sécrétions digestives. Et du coup, le fait de boire va augmenter les sécrétions digestives. Et si on n'a pas tout l'intestin ou le côlon pour réabsorber ces sécrétions, ça sort tout seul. Donc à partir du moment où on est en stomie, le fait de manger va augmenter les sécrétions. Et donc effectivement, c'est très difficile parce que ça dépend beaucoup des enfants, ça dépend de la vitesse à laquelle ils mangent, ça dépend s'ils mangent un petit peu plus salé ou pas, ça dépend de l'intestin qui reste. En fait, l'intestin qui reste, même s'il est mesuré pour tout le monde, en fait, il n'a pas forcément la même fonction qu'en fait, on parle de longueur, mais c'est pas que la longueur. Donc on s'adapte à l'enfant, parce qu'il y a des enfants, ils vont manger, 4 x 30 et ils vont avoir 600 ml de débit de stomie, et d'autres, ils vont manger 4 x 60 et ils vont avoir 200 ml, donc on s'adapte. On peut pas dire à l'avance, en fait. Ça va vraiment dépendre de l'enfant de toute façon, en règle générale, en fait. Oui. Ok. Et puis, du coup, on s'adapte à la situation. Par contre, pour nous, ce qui est essentiel, c'est le débit de stomie. Et donc, on a besoin que les parents apprennent à mesurer, sans que ça devienne quelque chose de complètement obsessionnel. Mais par exemple, quand ils sortent à la maison, on va leur demander, au moins une fois par semaine, vous mesurez sur 24 heures combien donne la stomie. Pour nous, c'est très important. Et on leur donne d'ailleurs, par rapport à ce qu'on apporte dans la nutrition parentérale, on leur donne des marges. On leur dit, par exemple, là, ça donne plus que 600 ml, vous nous prévenez. Donc, ils rentrent à la maison avec c'est un petit peu ces bornes de sécurité. Puis après, on s'adapte. Parce que c'est par rapport à l'hydratation, en fait, dans le corps du bébé surtout, Oui, à c'est par rapport l'électrolyte, au etc. poids. Ouais. Ouais. En fait, quand dans la parentale, on apporte de la nutrition, on apporte aussi de l'eau, du sodium, du potassium, du magnésium, du phosphore, du calcium.
Et du coup, on sait à peu près combien sort dans la stomie en sodium et donc combien on doit apporter en plus en fonction de ce qui sort. Mais il faut aussi tenir compte de ce que l'enfant boit. C'est un équilibre qui est parfois un petit peu compliqué. Il ne faut pas non plus qu'on apporte trop dans la parentale parce que si on apporte trop, comme en fait on perfuse aussi l'intestin et donc on fait plus sécréter. Oui. Donc si on se dit je vais apporter beaucoup en sécurité, en fait c'est pas forcément une bonne idée parce que du coup on va faire hyper sécréter et faire plus débiter. C'est pour ça que parfois c'est un petit peu long de faire rentrer un enfant à la maison parce que c'est pas toujours simple à équilibrer. Oui. Surtout qu'en plus un enfant il va pas forcément manger tous les jours la même chose. Donc, Ah oui, parce qu'il suffit qu'il y ait une réaction à un aliment aussi, ça peut... ça, s'il vomit, par Oui. exemple, Ouais. le bébé déjà, Oui, c'est un sûr. bébé qui va bien déjà il fait pas la même chose tous les jours, il peut vomir un jour, c'est pas toujours simple. Oui, ça, je vous l'accorde. Et alors après, on parlait aussi des enfants donc, qui vont arriver Oui. dans notre service beaucoup plus tard, donc qui ont déjà eu le diagnostic et qui ont été opérés dans un autre centre. Là, c'est parfois compliqué parce qu'ils ont pu avoir des informations qui ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'on va leur donner nous. Ça peut être parfois plus dramatique ou au contraire Beaucoup moins. moins. Et donc parfois, on a des parents qui ne sont pas du tout rendus compte. Alors soit parce qu'on ne leur a pas dit, soit parce qu'ils n'ont pas entendu ou n'ont pas été capables de l'entendre. On leur a dit, mais Ouais, ça a pas parfois il été y a saisi. aussi c'est involontaire, mais il y a des choses qu'on n'est pas prêt à entendre et du coup on les entend pas en fait. C'est une protection, mais qui du coup vont être presque choqués quand ils arrivent ici, de rentrer dans un programme de nutrition, de se dire ah là là, mais en fait C'est grave c'est grave, on ouais. vous avait pas prévenu, ou j'avais pas réalisé, Mm. et du coup c'est aussi quelque chose qu'on travaille quand ils arrivent. Ce qu'on fait nous dans notre service toujours, c'est que les enfants qui viennent pour une sortie en nutrition parentale à domicile, on essaye de rencontrer les parents avant qu'ils arrivent dans le service. Alors avant, on les faisait venir et on pouvait leur faire visiter tout le service, etc. Mais là, en fait, on les voit entre guillemets en entretien, soit par téléphone, soit en visio. On essaye maintenant de le faire systématiquement en visio pour qu'ils soient un petit peu préparés et qu'ils sachent un petit peu ce qui les attend. Mais parfois, c'est difficile parce qu'on ne peut pas non plus, sans avoir vu leur enfant et sans avoir vu tout le dossier médical et sans avoir l'enfant sous les yeux, à leur dire ça va durer 3 mois ou ça va durer 6 mois ou je sais pas. Oui, c'est... Et même quand on parfois voit compliqué. l'enfant, c'est compliqué de se dire bon, bah, c'est bon, dans 6 mois, ça sera fini, quoi. Oui, dans ce sens-là, c'est toujours C'est- compliqué. Dans l'autre sens, c'est plus facile. Oui. Donc souvent, alors sauf vraiment des formes où il n'y a plus d'intestin, là on Oui. sait que c'est pour la vie, quoi, faut soyons Oui. honnêtes. Mais dès qu'il reste un petit peu de grêle, c'est toujours difficile de dire parce qu'on ne sait pas. On dit pour plusieurs mois, peut-être plusieurs années, mais pour l'instant on va se concentrer sur les mois qui viennent. Et le but, c'est d'avancer pas par pas. Le but, c'est d'avancer pas à pas, c'est déjà de stabiliser et de sortir à la maison. Parce que je crois que quand un bébé a 3-4 mois, et qu'il a 4 mois d'hospitalisation derrière lui, les familles ils ont envie d'avoir leur bébé à la maison, même s'il y a des soins à la maison. Donc on se concentre sur cet objectif-là. Et puis petit à petit, déjà quand il rentre à la maison, c'est qu'il est stable. Donc ça c'est hyper important parce qu'on ne va pas faire rentrer un enfant à la maison qui est instable. Instable pour moi ça veut dire qu'il faut lui faire un bilan tous les jours ou toutes les semaines. D'accord. Donc, Un yono, tout ça pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Ouais. Donc un enfant qui peut rentrer à la maison, c'est que le prochain bilan, on pourra le faire en 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Alors qu'en hospitalisation, ils ont parfois des bilans tous les jours. Donc, Oui, surtout quand ils sont petits, j'imagine. Oui. Parce que, en fait, c'est le moment où on apprend à connaître un peu le système, j'imagine. ouais. Et puis chez un tout petit, tout change plus vite. C'est-à-dire, plus l'enfant est petit, plus ça peut être grave rapidement. Mais ça s'améliore aussi plus rapidement que chez un enfant plus vieux, qui est composé de moins d'eau, c'est aussi bête que ça, mais en fait, un tout petit bébé, c'est, je sais plus les chiffres, mais c'est je crois 95% d'eau, alors qu'un plus grand va tomber à 90% et puis un petit peu. Donc forcément, tout mouvement hydrique peut être gravissime. Un bébé va se déshydrater beaucoup plus vite qu'un enfant de 10 ans, par exemple. Et oui, bien sûr. Et donc forcément, un tout petit, on fait beaucoup plus attention. Jusqu'à l'âge on va dire, jusqu'à quel âge à peu près vous gardez vraiment des alertes, on va dire, sur les babies? Alors c'est vrai que les petits avec stomie, très très attention, donc je dirais au moins jusqu'à 2 ans, on est très 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 prudent. Mais même avec un enfant qui a une stomie et qui est en parentéral, à partir du moment où ça débite plus que d'habitude, on fait très très attention. Ouais, vous mettez une alerte tout de suite. Ouais. Donc, mais les parents, ils sont aussi formés à ça. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la formation à la nutrition parentale. Oui, c'est la formation à la nutrition parentale, brancher, débrancher, faire le pansement du cathéter. Mais pas que ça. Non, il y a toute une On leur éducation. apprend aussi comment gérer la maladie, quels sont les signes d'alerte, pourquoi est-ce qu'il faut surveiller les débits de stomie, pourquoi est-ce qu'il faut surveiller que leur enfant il fait bien pipi.
bon, vous voyez, c'est un tout en fait. Et oui, Parce que parce que quand il rentre à la maison, le but, c'est de voir qu'au moins il fait au moins pipi dans les 12 heures qui viennent, c'est ça, hein, un peu qu'il les fait alertes. régulièrement pipi, Oui, voilà, c'est ça. que ça reste comme d'habitude, comme c'était à l'hôpital. Ok, Et que s'il y a des choses qui se modifient, ils nous préviennent. ouais. Et un centre de nutrition parentale, hein, alors les centres labellisés pédiatriques, il n'y en a que 6 en France, c'est une astreinte médicale 24/24. Et du coup, enfin, ça se passe comment? Parce que c'est une infirmière coordinatrice, c'est un service qui est là exprès pour les NP, Ouais, alors nous, dans notre service, on a à peu près, un temps T, on a à peu près 150 enfants en nutrition parentale dans toute la France. Alors, des enfants avec maladie de Hirschsprung et d'autres, d'autres causes. Et on a actuellement 3 infirmières coordinatrices, formatrices aussi, Ok. qui sont là la semaine, et donc qui prennent tous les appels en cas de souci, puis qui vont les référer aux médecins là, qui s'en occupent, Dans les qui 20, connaissent les patients. même si c'est à 3 heures du matin. Alors, ça, c'est la Ah journée. oui. La nuit et les week-ends, on a un médecin, enfin la nuit, on a un médecin d'astreinte donc pour notre service, mais D'accord. qui sait gérer les problèmes liés à la nutrition parentale. Et donc, en fait, les parents vont appeler dans le service. L'interne de garde va être appelé, il va prendre les informations et appeler le médecin qui est d'astreinte à service. domicile. Ok. Qui va donner les consignes de ce qu'il faut faire. Soit une hospitalisation, soit parfois on peut attendre le matin. Et puis, le week-end, on a en journée un médecin de garde, interne de garde plus médecin senior de garde. Et la nuit, c'est toujours le médecin d'astreinte. Donc, on peut vraiment répondre aux problèmes. Facilement. Enfin, plus facilement que, on va dire, certains hôpitaux en Provence. Oui. Après, en même temps, c'est tellement spécialisé que, il faut, c'est Ouais. nécessaire. Oui. Je vais pas vous dire non. Et puis, pour ne rien vous cacher, durant nos études de médecine, en tout cas à mon époque, on sait à peine ce que c'est qu'une stomie. Et on ne sait pas comment on compense un liquide qui sort par la stomie. On ne sait pas faire ça. On n'apprend pas. Oui, en fait, c'est vous qui gérez Parce sur qu'aujourd'hui, on tas, apprend, ouais. mais on apprend au cours de notre internat. Et encore, parfois, c'est qu'au cours du clinica. C'est tellement spécialisé. Je savais pas ça. C'est intéressant. Et donc après, donc cet enfant qui est suivi, donc lorsqu'il y a des périodes aiguës, ils sont forcément, alors peut-être pas forcément, mais généralement, j'imagine que vous les voyez, vous les hospitalisez quand même sur la période quand ils sont en hyperdébit ou ce genre de choses. Ou quand il y a de la fièvre. Parce Ou quand il y a que de la quand fièvre, on a un avec le cathéter, cathé. on est Ouais. obligé. Ok. Pour rappeler les risques, quand il y a un cathé et de la fièvre, on fait surtout attention à la septicémie. Voilà, quand il y a un cathéter et de la fièvre, c'est une infection du cathéter jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Donc si on a de la fièvre c'est 38, on va à l'hôpital le plus proche, notre hôpital de proximité, pour qu'il y ait un examen clinique, pour qu'il y ait un prélèvement sur le cathéter avec des hémocultures. On attend les résultats. Si l'enfant est petit, il est systématiquement hospitalisé. Si l'enfant est plus grand, on peut attendre les résultats et éventuellement le faire repartir. Vous mettez pas 2 ans, forcément c'est hospitalisation l'antibio. systématique, Ouais. mais sous antibio. Ok. Et donc après, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, le suivi en général sur un enfant. Donc les parents sont formés aux soins. Ils ont très souvent une infirmière, en tout cas au début, qui vient les aider, parce que c'est quand même compliqué de faire des soins de cathéter à un tout petit qui bouge, etc. Et puis c'est tellement de choses auxquelles il faut penser que c'est bien d'être aidé. Ils ont une checklist, ils ont tout. Mais bon. Donc une infirmière qui passe le matin et le soir. Et puis nous, ça nous permet aussi, si besoin, s'il y a un bilan à faire, etc., d'avoir l'infirmière qui peut venir, qui peut faire le bilan, qui peut aussi nous dire qu'est-ce qu'elle pense de l'enfant. Par exemple, on a des parents qui parlent pas forcément très bien français. Du coup, l'infirmière va nous aider et va nous dire, voilà, l'enfant, ou va aider les parents à nous appeler ou des choses comme ça. Donc vraiment, l'infirmière, c'est une aide qui est très très importante. Ce sont des infirmières libérales et qui habitent à proximité de l'enfant. D'accord. Parce que, par exemple, sur les 150 enfants qui sont suivis à Necker, il y en a peut-être 100 qui sont de région parisienne. Vous voyez, les 50 autres, ils sont de toute la France parce qu'ils n'ont pas forcément des centres à proximité de chez eux. Donc. Ah oui, ça peut vraiment être même des enfants qui sont totalement dans le sud. Ou, oui. Alors, il y a un centre à Marseille, par exemple, mais oui, souvent, Marseille va faire que sa périphérie. Donc, par exemple, là, on a un enfant qui vit à Nîmes, on a un enfant qui vit à Montpellier. Okay. Normalement, maintenant, de plus en plus, Marseille va aussi faire Nice, etc. Mais tous les enfants qui n'étaient pas en périphérie de ces centres-là, mais périphérie genre 50-100 km, ils venaient à Paris. À Paris, ok. À Necker ou à Robert. Oui, de vrai aussi. Et donc oui, ça vous fait quand même une sacrée masse. Bon, il n'y en a pas tous les jours, comme vous le dites, mais ça vous fait quand même un sacré champ, finalement, où il faut garder l'œil et surtout... Il faut garder l'œil, il faut se mettre en lien avec les centres. C'est ça, et les infirmières aussi. Avec les infirmières, voilà. Ouais. Donc le quotidien, il est là. Et puis après, il y a les consultations où, du coup, on voit les enfants. Alors les bébés, on essaye de les voir tous les mois ou tous les 2 mois, parce que justement, ça va vite à cette âge-là. Oui.
Et donc parfois c'est compliqué, hein, quand il faut venir de Strasbourg ou de autre. Bon, c'est pas simple pour les familles, Mais ils n'ont pas le choix. c'est indispensable. Et à chaque consultation, on fait le point sur la croissance, c'est le poids, la taille. Souvent, on fait un bilan sanguin ou on l'a fait faire juste avant à la maison pour voir un petit peu où on est côté hydratation. Et puis on voit si on peut augmenter un petit peu les apports par la bouche, comment l'enfant mange, est-ce que ça se passe bien, etc. Et sur des enfants qui ont un intestin qui est suffisamment long, qui s'adapte, on peut essayer de diminuer la nutrition parentale ou tout au moins ne pas l'augmenter. Parce que quand un enfant grossit et grandit, ses besoins augmentent. Donc un enfant qui est très dépendant, on va devoir très régulièrement augmenter les apports dans la nutrition parentale. Alors que s'il a une petite absorption et que son intestin s'adapte, on va pas avoir besoin d'augmenter. Donc ne pas augmenter, pour nous, c'est Grande victoire. comme diminuer. Absolument. Donc on essaie de le montrer aux parents parce que c'est pas évident à comprendre. Ils ont envie qu'on diminue, mais en fait, non, ne pas augmenter, c'est déjà C'est déjà un bien début de progressé. sevrage finalement. Oui, tout à fait. Alors par contre, c'est long parce que l'intestin, c'est vraiment un organe qui a besoin de temps pour s'adapter. On voit bien dans les grêles courts et notamment la maladie de Hirschsprung où l'intestin est court en fait. Mais quand vous parlez de grêle court, pour vous, c'est... Alors, je suis désolée, je vais dans les centimètres du coup, mais Ouais. vous parlez à partir de combien de centimètres? Parce que je sais un peu... Alors un intestin normal, c'est entre 150 et 2 mètres, 150 cm et 200 à la naissance. Mais ça varie là aussi beaucoup en fonction des individus, ça varie en fonction du terme de naissance aussi. Donc on parle de grêle court, classiquement moins de 80 cm de grêle, on dit que c'est un grêle court. Après, c'est pas la même chose d'avoir un grêle court avec tout son côlon et un grêle court sans côlon. Ça n'a rien à voir, parce que le côlon est un organe en fait hyper important. Donc la maladie de Hirschsprung, c'est particulier parce que non seulement on a un grêle court en général, et surtout on n'a pas de côlon. On n'a plus de côlon. En fait, c'est la forme la plus grave de grêle court. Et donc, pour un enfant qui a une maladie de Hirschsprung, 80 cm, c'est vraiment pas beaucoup. Alors que par exemple, pour un enfant qui a un grêle court, mais qui a tout son côlon, 80 cm, on sait que ça va être Comme une lettre à la 6 mois de nutrition parentale et c'est bon, quoi. Vous voyez ? Alors que quand on n'a pas son côlon, rien à voir. C'est beaucoup plus grave, et beaucoup plus difficile. Et oui, parce que si on reprend un peu le travail, entre guillemets, du grêle, finalement, c'est plutôt absorber les nutriments type potassium, phosphore, sodium, si je l'ai bien compris. Et par contre, la partie côlon, lui, c'est plutôt tout ce qui est hydratation et les restes. Enfin, comment on pourrait expliquer ça? C'est pas tout à fait ça. Le travail de l'intestin grêle, c'est d'absorber les nutriments, si je schématise. Et le côlon, c'est d'absorber l'eau et les électrolytes. Ok. Bon, en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que le grêle, il absorbe aussi un petit peu l'eau et les électrolytes, mais vraiment plutôt la partie terminale du grêle. Ce qui se passe en situation de résection intestinale, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a une adaptation. Donc, si vous avez un grêle qui a été réséqué, qui a été coupé, mais qui a été remis en continuité avec le côlon, vous avez en fait des aliments non digérés qui vont arriver dans le côlon au début. Donc, le côlon, il va se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Et en fait, il va s'adapter. Il va s'adapter grâce notamment aux bactéries du gros intestin, qui sont capables, par un processus de fermentation, de transformer les hydrates de carbone, donc tous les glucides qui arrivent dans le côlon, en acides gras. D'accord. On n'est pas par quel mécanisme, c'est quelque chose d'assez fantastique. Et donc du coup, le côlon devient un organe qui absorbe les nutriments, alors qu'avant, il en était totalement incapable. L'autre mécanisme d'adaptation, quand on n'a pas de côlon, mais qui se fait aussi quand on en a un, c'est l'intestin grêle, qui une fois qu'il est coupé, en fait, il se dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Faut que je réagisse, là on m'a enlevé une partie, faut que je fasse quelque chose. » Et c'est là où notre organisme est fantastique, c'est qu'il est capable en fait, de se régénérer, de s'adapter pour essayer de compenser ce qu'on lui a enlevé et de rétablir une fonction correcte. Et donc quand il y a une résection intestinale, notre organisme, notre intestin va être capable, grâce à un certain nombre d'hormones, alors on dit les entérohormones, c'est des hormones qui sont produites par l'intestin, et d'autres facteurs qui sont produits par l'estomac et peut-être aussi des facteurs sanguins, on ne sait pas absolument tout, mais on a des facteurs qui vont faire que la muqueuse va se mettre à s'épaissir. Il va y avoir plus de cellules qui sont capables d'absorber. Les villosités qui tapissent en fait. Ouais, L'intestin, elle grossit. On voit quand on est... Ouais. C'est des petites épines qui... Comme des petites épines, comme des petites bosses si vous voulez. Oui. Et donc elles se renforcent, elles deviennent plus fortes, elles s'épaississent. L'intestin s'épaissit et en conséquence, l'intestin grêle va être capable de beaucoup plus absorber. Et du coup, oui, ça élargit finalement. Ça l'élargit, ça l'épaissit. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on attend, mais ça se fait pas en 2 jours, quoi. Ça se fait en plusieurs mois.
Ça doit être compliqué avec c'est vrai que, enfin, moi, je passe de votre côté avec nous, parents, qui sommes dans une génération où tout est immédiat, finalement. C'est vrai que de vouloir tout maintenant et qu'en fait, on voit ce problème, en fait. On a envie que tout se règle à l'instant T. Et donc, essayer de faire comprendre ça aux parents, ça doit pas être forcément évident. Parce que, Ouais. enfin, Non, ça, on c'est le pas vit aussi. évident, ce d'autant que l'autre facteur qui joue beaucoup dans l'adaptation, qui est un des stimulus de l'adaptation, c'est la prise alimentaire. Donc, si on commence à dire, il faut que votre enfant mange pour que son intestin s'adapte et qu'il soit sevré de parentéral, alors là, c'est on court à la catastrophe. Parce que les parents vont se dire, ah, il faut qu'il mange, il faut qu'il mange. Donc, le petit, il va pas manger, parce que plus il a de pression, moins il fait ce qu'on lui demande, en fait. Donc, il faut pas qu'on fasse comme ça. En fait, on essaye d'expliquer comment ça se passe le plus simplement possible, en essayant de pas mettre de pression, en leur disant que c'est un mécanisme naturel, qui se fait tout doucement. Il faut pas être pressé. Et il faut qu'on leur donne confiance, en fait. Et il faut pas qu'ils voient la nutrition parentale comme une contrainte. Ça, c'est vraiment très, très important. Parce que si dans leur tête, c'est la nutrition parentale, c'est horrible, c'est l'enfer, faut que je m'en débarrasse, alors là, c'est pas bien. Donc en fait, le travail qu'on fait avec les infirmières, nous, les psychologues, c'est de leur faire accepter les choses et leur dire, ben voilà, là il en a besoin, c'est comme ça, tranquillement. La nutrition parentale, ça l'aide, ça le fait grossir. Donc du coup, vous n'avez pas à vous stresser du poids, etc. Là, on va se concentrer sur avoir votre enfant à la maison, faire des câlins, le voir grandir, se sourire, le voir se développer. Et le reste, vous nous faites confiance. Et puis l'alimentation, c'est pour son plaisir. Pas de forcing. Vous voulez l'allaiter, vous l'allaitez. Alors peut-être pas pendant 3 heures, mais voilà. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Parce Ouais. que sinon, tout le monde se bloque et c'est pas bien. Donc on a vraiment besoin que les parents soient bien, qu'ils acceptent les choses, qu'il y ait une bonne coopération entre nous. Parce que sinon, ça fonctionne pas. On a vraiment besoin de cette alliance et de cette confiance. Il faut une véritable communication entre tout le Après, en monde. même temps, quand on forme les parents à la nutrition parentale, l'air de rien, on leur fait une énorme confiance. Si on fait mal les soins, ou ça peut arriver, on peut faire du mal à son enfant, quoi. Oui. Donc, nous, on a une énorme responsabilité quand on laisse les parents faire les soins. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a aucun parent qui voudrait faire du mal à son enfant. Oui, mais par fatigue ou Par fatigue, parce que c'est trop. Enfin, il faut aussi qu'on accepte qu'il y a des parents pour qui c'est trop de leur demander de faire les soins. Donc, on fait toujours très attention à ça. Il y a des parents qui sont tellement fatigués après la naissance du petit, l'annonce d'un enfant malade, que ça fait trop. Donc, vous voyez, on fait vraiment aussi attention à ça, à pas non plus leur mettre trop sur eux. Et leur dire que même s'il y a une infection, c'est pas leur faute, quoi. Ils ont été formés, nous, on estime qu'ils savent faire les soins, donc l'infection, ça peut arriver et c'est pas forcément de leur faute. Et ça aussi, donc on a besoin de cette relation de confiance et qui doit être dans les deux sens. Eh Parce que oui. si les parents ne nous font pas confiance, ça marche pas, quoi. Oui, après vous avez que, on va dire, en tant que médecin, il y a un référent en fait par famille, j'imagine. Oui, Enfin, il y a un référent par famille. et Par vaut exemple, mieux. ici, on est 3 médecins qui prescrivent et suivent les enfants en nutrition parentale. Si par exemple, le courant ne passe pas avec un médecin, on peut aussi changer de médecin. C'est quelque chose qui est complètement entendable et acceptable. C'est important d'avoir Ah oui. confiance en son médecin, d'avoir une bonne relation. Donc, c'est aussi des choses qu'on comprend. Et puis, si vraiment on s'en sort pas avec une famille, s'il y a des conflits, il y a d'autres centres et on peut être amené aussi Oui, à à changer de demander aux sein. collègues d'un autre centre. Voilà, c'est aussi des choses qui se font et c'est pas... Ah bah non, mais le Bon. but c'est que justement tout le monde, on peut Mm. pas s'entendre avec tout le monde et de toute façon, Non. il faut que chacun trouve Oui, midi à sa porte et surtout que cet enfant grandisse et que et ça se passe grossisse. bien. Ouais, Ouais. tout à fait. Et donc après, donc sur cette nutrition parentale, le suivi, c'est vous qui le faites en général. À quel moment vous vous dites bon bah là, je vais plutôt augmenter la parentérale parce que bah ça y est, il grandit plutôt bien ou c'est en fonction des résultats, en fonction de. C'est en fonction des résultats, c'est en fonction de l'expérience. Si on voit par exemple la prise de poids est un petit peu poussive, un petit peu en dessous de ce qu'on attend, on se dit là il va falloir augmenter, je vais pas attendre les 2 prochains mois, quoi, hein. Donc ça, Ouais. ça, c'est vraiment l'expérience parce que c'est pas écrit dans les livres, mais en gros c'est si la prise de poids est un tout petit peu en dessous de ce qu'on attend, ou alors si je sais que l'intestin est vraiment très court, j'anticipe pour que la croissance Vous continue. dites pas, par exemple, sur un enfant, sur un grêle très court, par exemple, vous dites pas: «Bon, bah, ça se passe bien, je vais essayer de laisser comme ça, voir un peu ce qui se» enfin, vous tentez même pas le diable de voir un peu, comment ça pourrait, évoluer? Si vraiment la croissance est exceptionnelle, oui. Si c'est juste comme il faut, j'attends pas parce que si je prends du retard, après, ça va être plus compliqué de rattraper. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en nutrition parentale, on ne peut pas apporter Oui, tout d'un des coup. calories infinies, en fait. Mmh. On est limité parce que le corps est capable de métaboliser à un moment donné sur 24 heures.
Donc, si je dois apporter beaucoup plus tard, bah, ça va m'obliger à perfuser sur plus longtemps, par exemple. Donc, je vais me retrouver en fait en difficulté et mettre la famille en difficulté. Puis après, c'est un peu compliqué. Il y a des fois où on sent que c'est bien et c'est vraiment du feeling, on va dire. Oui. Heureusement qu'il y a un peu ça dans notre métier. C'est Oui. pas que des algorithmes, mais il y a un peu c'est du feeling. Ouais. Oui, on voit le bébé, on se dit, bon, là, je le sens prêt. Oui. Il est mûr, il est à point. Ouais, voilà, on sent qu'il y a eu un petit déclic, on sent Oui. qu'il mange mieux, que la stomie donne peut-être un peu moins Mm. et qu'on peut tenter. Oui, c'est des petites choses comme ça. Et justement, on va parler aussi sur de l'alimentation péros classique, parce que effectivement, ceux qui sont en parentérale, on parle souvent d'alimentation plaisir finalement. Lorsqu'ils commencent à bien manger, est-ce que le but c'est de se dire, bon, on sait qu'il y a la parentérale, il y a une stomie, etc. Le but c'est plutôt de limiter et justement de saccader ses prises alimentaires, ou plutôt de dire, bah écoutez, tant qu'il a envie, on le laisse faire. Alors, c'est un petit peu entre les deux. En fait, on laisse faire parce que c'est extrêmement important que l'enfant il est assez embêté comme ça, donc on va pas en plus essayer de mettre trop de règles. Mais notre métronome, enfin notre garde-fou, c'est le débit de stomie. Donc, si l'enfant il veut plus manger et que le débit de stomie reste stable, on y va. S'il veut manger des épinards, des brocolis, qui sont en général pas tellement recommandés quand on a une stomie, mais que le débit de stomie reste stable, allons-y. Si par contre, je sais pas, il veut manger que de la viande, bah, qu'il mange que de la viande. Donc on est vraiment assez libre, mais là aussi, tout va dépendre un petit peu de nos espoirs par rapport au sevrage. Si on sait qu'un enfant a très très peu de chances de sevrage, bah là, laissons-le manger ce qu'il veut, même si c'est pas très nutritif, on s'en fiche. Si par contre on est dans une dynamique de sevrage, on va plutôt dire, bah, essayez de lui donner des aliments qui font grossir. Bon, alors, en général, ça pose pas trop de problème parce que les enfants, ils aiment plutôt les pâtes, le riz, les frites, et le steak et pas les épinards, donc pas de souci. Mais il arrive qu'on ait des enfants qui ont des possibilités de sevrage et qui vont manger des tomates et des concombres. Bon, là, Oui, ils sont donc, plutôt végés, et donc de ce fait, c'est un peu bah, plus c'est plus compliqué compliqué. parce que ça, c'est Mm. pas ça qui fait grossir, quoi. Donc, Ouais. et du coup, on va complètement à l'encontre des discours qu'ont pu entendre les parents avant sur Oui. la nutrition de l'enfant, qui sont beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, à faire attention qu'ils prennent pas trop de poids. Là, c'est l'inverse. Et du coup, c'est parfois un peu compliqué, et surtout s'il y a plusieurs enfants, enfin, s'il y a d'autres enfants dans la fratrie. Ah bah oui, parce que lui, il a le droit au McDo, mais pas toi. Ouais. C'est un peu Bah non, mais il faut entre pas faire comme guillemets. ça. Non, Mais du mais coup, façon de parler. on a des petites astuces, c'est-à-dire que par exemple, bah, de servir toujours, je sais pas s'il y a un enfant qui a des problèmes, qui prend trop de poids par exemple. Vous faites des légumes et des féculents au repas, comme ça vous donnez beaucoup de légumes à celui qui prend trop de poids et plus de féculents à celui qui a besoin de grossir. Et du coup, je voulais en venir à, il y a donc ce petit fil, effectivement, où vous arrivez à cette période de sevrage, ou pas d'ailleurs, hein. Mais justement, lorsqu'il rentre à la maison et que vous faites ses suivis, on va dire, le dilemme, c'est qu'il y ait une prise de poids. Du coup, ça va être qu'ils prennent un poids plutôt stable sur peut-être 2 ans avant le sevrage. Enfin, qu'est-ce qui vous fait... Alors pour le sevrage, dans la maladie de Hirschsprung en fait, ou même dans la nutrition parentale de manière générale, la maladie de Hirschsprung c'est un petit peu particulier. Ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on réduit l'eau dans les poches en fait. Donc on va réduire le volume de la nutrition parentale et parfois un petit peu les calories. Et une fois qu'on est arrivé à un certain point, on va essayer d'enlever une perfusion dans la semaine. Parce que si on arrive à faire plus que 24 heures sans être perfusé, c'est que notre corps arrive à maintenir ce qu'on appelle une homéostasie, donc un équilibre hydroélectrolytique satisfaisant. C'est-à-dire que, en fait, on compense les pertes par la stomie en buvant et en mangeant. Et ça, c'est hyper important. Donc, les calories, on s'en fiche un peu parce qu'en fait, on a les ciseaux de poche pour apporter ce qu'il faut. Mais déjà, si on arrive à ne pas se déshydrater, c'est 36 heures, parce que si on arrête le jeudi matin et qu'on reprend Le le samedi vendredi soir, ouais, oui, ça fait vendredi. 36 heures en fait. Donc si on arrive à garder un bon équilibre hydroélectrolytique, c'est déjà super. Et c'est-à-dire que pendant cette période-là, est-ce que vous dites, bon, on branche pas, on fait un YOLO, est-ce qu'on fait quelque chose pendant cette période pour être sûr que Alors, ce qu'on tout... fait, au début, c'est que, par exemple, si l'enfant reçoit 1000 ml de perfusion par semaine, eh bien, on va choisir, je sais pas, le vendredi soir, et progressivement le vendredi soir, mais pas les autres nuits, on garde la même dose les autres nuits, et bien, le premier vendredi, on va dire, bah là, on passe 800, celui d'après, 600, celui d'après, 400. Et pendant ce temps-là,
Chaque vendredi, on va dire aux parents, vous vérifiez bien le débit de stomie, vérifiez bien qu'il fait pipi. S'il a des couches, on pèse des couches. S'il est grand, on mesure les urines. Voilà. Et on fait un bilan sanguin le samedi matin. D'accord. Et vous, donc, On fait ah oui, très vous, progressif. oui, et vous continuez quand même tout le temps à mesurer le débit sel, le débit. Oui. Et Ok. puis, on supplémente aussi en sodium par la bouche, Mm. en chlorure de sodium, en fonction du débit de stomie. Mais parfois, d'ailleurs, après, c'est une expérience plutôt, mais il était petit. Mais quand on apporte un peu trop de nutriments par la bouche, des fois, l'intestin, il peut saturer et justement faire tout l'inverse de ce qu'à la base voulaient les médecins. Et du coup, ça crée de l'hyperdébit. Pareil, c'est par rapport à une sursollicitation Ça peut, ouais. d'absorption quand on met de... Oui, et c'est pour ça que le fait que ce soit progressif est important. Parce que du coup, on habitue petit à petit l'enfant. Il a moins reçu de sa part entérale, il va devoir compenser un petit peu par la bouche, mais pas trop, puisque c'est pas d'un coup. Vous Oui. voyez? Donc en fait, quand on fait comme ça se passe très bien en général. Bon, après, c'est pareil, hein, et des fois, il y en a qui supportent pas. Hein. Mais on voit tout de suite, ils sont crevés le lendemain, ou le yono est vraiment pas bon. Et donc là, après, vous vous adaptez, enfin, soit vous réaugmentez un petit peu en se disant, on a Soit peut-être un on peu dit trop... c'était peut-être un petit peu trop tôt. Oui. Alors soit on attend la semaine d'après, on fait un palier, soit on dit c'est pas possible, et puis on essaiera dans un an. Hein, puis, Oui. ouais, c'est comme ça. C'est pas que vous reculez, mais c'est que c'était pas le moment, Oui, finalement. on peut se tromper. Voilà. Hein, donc, Et puis après, là, on n'en a pas encore parlé, mais si on voit qu'on n'y arrive pas, et qu'on n'arrive pas à progresser, on a un médicament qui est arrivé il y a 8 ans pour les enfants. Enfin, il y a depuis 10 ans pour les adultes et 8 ans pour les enfants, qui est le téduglutine et qui nous permet, en fait, chez les enfants qui n'ont pas d'adaptation ou pas suffisamment, de les aider à mieux s'adapter et à mieux absorber. Parce qu'en fait, je vous disais tout à l'heure, l'intestin, il est capable de s'adapter. Il s'adapte grâce à des entérohormones, toutes sortes de substances qui sont sécrétées par l'intestin ou par l'organisme. Et un de ces entérohormones, qui s'appelle le GLP2, glucagon-like peptide 2, qui est probablement une des substances les plus importantes dans l'adaptation. C'est une substance donc on produit tous, hein, nous on en produit aussi. Elle est produite par des cellules de notre intestin qui s'appellent les cellules L-cell ou entéro-endocrines, donc entéro pour intestin, endocrine qui sécrète des Hormones, ouais. Voilà. Et on a ces cellules, elles sont situées en fait un petit peu partout dans l'intestin, mais surtout dans la partie terminale de l'intestin grêle et dans le début du côlon. Donc typiquement, c'est des parties de l'intestin que n'ont plus les enfants qui ont une maladie de Hirschsprung étendue au grêle. Donc eux, ils n'en sécrètent pas beaucoup naturellement. Et donc l'idée, c'est de leur en apporter pour leur aider à faire cette adaptation intestinale. Alors, comment est-ce qu'on a découvert que c'était cette hormone qui permettait l'adaptation intestinale? C'est un petit peu par hasard. C'est qu'en fait, il y a des patients qui se sont présentés en fait en occlusion à un moment donné. Et en fait, on s'est aperçu que leur intestin était bouché par la muqueuse intestinale qui avait tellement proliféré que ça bouchait l'intestin, quoi. Et on s'est aperçu que ces patients-là, c'était parce qu'en fait, ils avaient une tumeur qui sécrétait du GLP2. C'est là qu'on s'est aperçu que ça faisait proliférer l'intestin, quoi. Et donc, il y a eu d'abord des essais sur les animaux, évidemment, dans peut-être fin des années 90. D'accord. Et puis, après, ça a été administré à l'homme. Donc, ça a été d'abord l'entérohormone extraite du quoi, à nettoyer, évidemment. Et on a vu que ça fonctionnait, quoi. Et donc, petit à petit, en fait, il y a eu une entérohormone qui a été synthétisée et surtout transformée, parce que le défaut du GLP2 qu'on sécrète, nous, c'est que la demi-vie est extrêmement courte. 7 minutes. Ah oui. Donc 7 minutes, ça laissait pas le temps suffisant pour que ça puisse construire en fait un... surtout, il aurait fallu l'injecter presque à chaque repas, quoi. Et donc, du coup, en plus, ça s'injecte, ça s'injecte par voie sous-cutanée. Alors ça, par contre, c'est quand même quelque chose de dire... Bon, après, vous me direz, il y a aussi d'autres malades comme les diabétiques ou pareil, ils doivent s'injecter. Mais c'est vrai que de se dire de piquer son enfant tous les jours, enfin tous les soirs, etc., c'est... Ouais. Alors, du coup, grâce à la forme téduglutine, donc il y a un GLP2 un petit peu transformé, donc il y a un acide aminé qui a été modifié, ça fait qu'au lieu d'avoir 7 minutes de demi-vie, ça veut dire que ça reste 35 minutes dans l'organisme, la durée c'est 5 demi-vies. Donc là, on a une demi-vie de 2 heures. Donc ça veut dire que la substance va rester active en fait pendant 10 heures. Ah oui, non, 10 heures, d'accord. Okay. Demi-vie, en fait, c'est la durée, la substance reste dans l'organisme avant d'être... oui, de partir, d'être absorbée. Oui. 5 fois la demi-vie. Donc, s'il y a une demi-vie de 2 heures, c'est que la substance reste dans l'organisme 10 heures. C'est pas mal. Et
On l'injecte quand cette... On l'injecte une fois par 24 heures, Ok. par voie sous-cutanée. Et chez les enfants, en général, on le fait le soir parce que c'est plus facile en rentrant de l'école, etc. Et puis, nous, la question qu'on s'est posée, c'est à qui on va prescrire ce médicament, qui est pour le moment extrêmement coûteux. C'est quand même 200 000 euros l'année. Oui, c'est quelque chose. Et puis surtout, ce qu'on a su depuis le départ, c'est que à partir du moment où vous le commencez, s'il est efficace, vous ne pourrez pas l'arrêter parce que son effet s'arrête Au quand on moment où arrête d'être traité. Donc c'est aussi une responsabilité de se dire, c'est des enfants, ok, on arrête la nutrition parentale, mais ils vont avoir ce traitement peut-être du coup toute leur vie. Vous voyez, donc, bon. Donc au début, on a été très très prudent dans la prescription et on l'a prescrit uniquement à des enfants chez qui on savait qu'on ne pourrait pas les sevrer de nutrition parentale parce que ça faisait déjà 5 ou 6 ans qu'ils étaient en nutrition parentale et qu'ils progressaient absolument plus. Oui. Donc les premiers enfants qu'on a traités, c'était dans cette configuration-là. Et on a été surpris d'une efficacité qui était quand même encore plus importante que ce qu'on espérait. Avec des enfants, il y avait des enfants qui étaient en nutrition parentale depuis 10 ans et on a pu les sevrer contre toute attente. Oui, donc il y avait quand même un progrès. Un progrès incroyable, Oui. je veux dire, vraiment. Et chez les enfants avec une maladie de Hirschsprung, aussi une bonne efficacité qui était facilement mesurable sur la diminution des débits de stomie. Et pareil, des enfants qui ont même été sur liste de transplantation intestinale, on n'a pas pu les sevrer, faut pas exagérer. Mais alors, moi, je me souviens d'un garçon de 13 ans qui avait 7 perfusions de 3000 ml par semaine. On a pu réduire à 4 perfusions de 1000 ml. Ah oui, Donc, vous imaginez bien oui, donc oui, le changement de qualité de vie quand même incroyable, quoi. Donc, alors, c'est vrai qu'on n'a pas pu le sevrer, mais voilà, quand on n'a plus que 20 cm d'intestin, c'est compliqué, quoi. Eh ben oui. C'est compliqué, mais voilà, c'est quand même des progrès hyper importants. Alors après, c'est pas sans effets indésirables, parce que le problème du révestif non commercial du téduglutine, c'est que en épaississant la muqueuse intestinale, il va aussi faire épaissir la stomie. Ok, donc vous vous retrouvez avec des prolapsus? Alors, ouais, ou c'est plus difficile à appareiller, ou Ok. même c'est plus difficile pour le flux de sortir. Ah bah oui, parce que du coup, ça se... Oui, ça Ouais, pousse dans c'est tous plus les... Ouais. étroit et du coup, ça sort moins bien, donc ça peut faire des petites douleurs abdominales, etc. Et du coup, on peut pas calibrer quand c'est comme ça? Alors, on calibre pas, mais parfois, il faut reprendre un peu la stomie, Ah oui, ouais, ok. chirurgicalement. Ok. Ou parfois, même, on peut être amené à monter une sonde, mais Oui. personne n'aime faire ça. Non. Donc, bon, même dans les stomies. Donc, ouais. Donc, oui, c'est un peu c'est l'inconvénient. Mais sinon, ça se passe bien. L'injection sous-cutanée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même nous, se passe bien. C'est-à-dire que le produit n'est pas douloureux. Donc, à partir du moment où on met un patch là, on n'a pas la douleur de la piqûre dans la peau. Et donc, même des enfants de 5 ans, ça se passe bien. Sachant qu'au début, notre plus jeune, ça a été un enfant de 5 ans. Donc, au début, il y a une petite appréhension, mais une fois qu'il voit que ça fait pas mal, ça se passe bien. Et même des enfants hyper phobiques des piqûres. Ouais, au final... Hyperphobique, finalement, ça se passe bien. Alors, la première injection, parfois, c'est un peu compliqué. Ah bah, On prend le temps, j'imagine. on fait un peu de sophrologie, tout ça, mais on y arrive. La première injection, c'est forcément à l'hôpital. C'est forcément à l'hôpital avec nous. Il y a des risques d'allergie que vous avez pu constater ou pas du tout? Alors, on n'en a jamais constaté. Ok. Il semble quand même qu'il y ait des anticorps qui puissent être fabriqués contre le produit. Ah oui, d'accord, oui. Mais c'est pas des anticorps neutralisants, c'est ni neutralisant ni allergisant, visiblement. Donc nous, on n'a jamais eu de réaction allergique. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais c'est quand même un produit qui est très proche d'un produit qu'on a dans notre organisme. Donc finalement, je pense que le risque est assez faible. Et puis l'autre gros inconvénient, c'est le très long terme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, vu qu'on fait proliférer la muqueuse quand même, des proliférations, on a toujours dans le coin de notre tête, est-ce qu'un jour cette prolifération, elle ne peut pas être dangereuse? Parce que des cellules qui se renouvellent beaucoup, forcément on se dit, est-ce qu'on ne peut pas induire une tumeur, un cancer? Donc pour l'instant, il n'y a aucune alerte, mais il faut surveiller. Et donc ça veut dire qu'on fait régulièrement une entéro-IRM et des endoscopies. Dans le but justement de voir s'il n'y a pas de tumeur ou ce genre de choses. Qui ont fait des biopsies. Ah bah oui, parce que comme vous le disiez, en plus, justement, vous avez découvert en plus cette hormone due à des... Oui, donc oui, ça paraît... Oui, puis on sait bien que quand on stimule le renouvellement cellulaire, les cellules se divisent. Et donc, plus les cellules se divisent, plus forcément on augmente le risque qu'un jour elles se divisent avec une anomalie. Après, c'est un risque théorique, mais... Puis après, comme ils ont moins d'intestin de toute façon, on peut se dire qu'évidemment, ils ont au total moins de cellules, donc finalement,
Oui. Donc probablement le Au final, risque ça n'est pas... s'équilibre, la balance est plutôt bien, quoi. Il faut quand même garder ce risque en tête et c'est quelque chose dont on Mm. avertit les parents. Après, pour l'âge du traitement, l'autre discussion qu'on a et quelque chose auquel on réfléchit, hein, et donc c'est quand on sait que le pronostic n'est pas bon et que le sevrage de la nutrition parentale est très peu probable, parce qu'on le sait quand même, vu Avec l'expérience qu'on a, l'expérience, et ouais. on a fait des études un peu, on sait très bien que quand on a moins de 60 centimètres de grêle et pas de côlon, on sait que la probabilité d'être sevré de nutrition parentale sans Révestir, glucides ouais. est très faible. Et donc, quand on a 20 centimètres qui restent et pas de côlon, on sait qu'on ne sera pas sevré, soyons honnêtes. Sans révestif, c'est sûr. Et même avec le téduclide, ça risque d'être compliqué. Bon. Donc, dans ces cas-là, on s'est dit peut-être que ça ne sert à rien d'attendre 5 ans et que si on apporte du téduglutide plus tôt, peut-être qu'on va favoriser aussi la croissance en longueur de l'intestin grêle, parce que c'est aussi une possibilité de ces traitements. On ne sait pas très bien, mais c'est pas impossible que ça permette la croissance de l'intestin en longueur, parce que l'intestin, en fait, il continue de croître Mais après oui. la naissance. Jusqu'aux 4-5 ans, c'est ça Enfin, Ouais, probablement peut-être jusqu'à 2-3 ans plutôt. ah Mais bon, d'accord. en tout cas dans les premières années. Et donc, on se dit, peut-être que c'est les enfants qui ont vraiment un très faible risque d'être sevrés. Peut-être qu'il faut leur donner tout. Et du coup, c'est un peu un pari. On ne sait pas parce que les études qui ont été faites, elles n'ont pas été faites sur des patients qui ne seraient pas sevrés en fait. Eh Et oui. donc, elles ont été faites sur des patients qui avaient beaucoup d'intestins, entre guillemets, pour nous. Donc, l'idée des études, c'était sevrer plus vite, ce qui pour nous n'a pas vraiment d'intérêt. Nous, c'est plutôt se dire, essayer de gagner plus tôt pour l'avenir, en se disant, est-ce qu'en donnant le produit plus tôt, est-ce qu'on va pas gagner en longueur d'intestin? Parce que justement, c'est des enfants qui ne produisent pas tout seuls le GLP-2, et du coup, on va remplacer ce qui permettait la croissance et ce qui permet la croissance de l'intestin en longueur. C'est un peu un pari, Et est-ce que vous êtes, je sais pas du tout, hein, c'est pour ça que je vous posais la question, mais est-ce que ça peut pas faire aussi l'effet inverse? C'est-à-dire que oui, ça grandit un peu avec le GLP-2, mais ça stoppe la croissance naturelle. Alors, on a montré que chez les enfants qui produisent du GLP-2, Mm. on n'a pas d'effet qui stoppe la sécrétion de GLP-2. Ça, on a fait une étude. On a mesuré en fait le GLP-2 produit par chaque enfant au cours d'un traitement de 1 an, à plusieurs périodes. Et donc, on a vu, au contraire d'ailleurs, la production de GLP-2 natif augmentait au cours du traitement par GLP-2 analogue, ce qui est assez intéressant et ce qui est assez logique. Parce qu'en fait, les enfants mangent mieux et surtout, on augmente la surface de muqueuse. Or, les cellules qui produisent le GLP-2, elles sont dans cette muqueuse. Sur les études sur les animaux, on ne peut pas le faire sur Ouais. les enfants. Ils ont quand même montré que les traitements par téduglutide ou les autres analogues, qu'on n'a pas encore malheureusement, les glutide, apraglutide, ça augmentait la longueur de l'intestin de façon très significative. A priori, ça ne stoppe pas et je pense qu'au contraire, ça stimule. Ça stimule. Et même Et ça stimule probablement la production d'autres facteurs qui participent à la croissance. Donc, oui, parce que c'est ça, c'est que en fait, ça va venir faire grandir l'intestin. Par contre, quand on arrête le produit, ça diminue la surface d'absorption. C'est ouais, alors, oui. Alors, en fait, ça va pas, quand on l'arrête, pour le coup, Mm. ça va pas faire rétrécir en longueur. l'intestin, C'est oui. pas possible. Une fois qu'il s'est allongé, il s'est allongé. Par contre, quand vous allez arrêter le produit, que la muqueuse s'est épaissie, au bout de quelques mois, elle va à nouveau récupérer sa forme initiale. Et du coup, est-ce que c'est pas possible, par exemple, quand on arrive à une bonne épaisseur, en fait, faire des cures, mais pas forcément de tous les jours, mais plutôt des cures de Ouais, 15 c'est ce qu'on jours? essaye de faire. Ah oui. en fait. Ouais. De se dire, bon, bah là, Donc, elle est ce qu'on bien fait, c'est épaisse. qu'on fait un jour faut- sur deux, par Ah oui, exemple. ok. Et même, parce qu'en fait, la plupart des études où ils ont regardé l'effet de l'arrêt du téduglutide, c'était après 3-6 mois de traitement. Mais D'accord, ouais. personne n'a vraiment regardé, je sais pas, au bout de 5 ans. Et probablement au bout de 5 ans, on peut l'arrêter. C'est encore l'inconnu et C'est ça... encore l'inconnu. Et puis bon, quand on voit que c'est un peu fragile, on n'a pas forcément envie d'arrêter. Parce que bon, il y a des enfants on a arrêté la parentérale, mais on sent bien que Oui, c'est c'est encore pas juste, quoi. Hein. Donc, fragile. Mm. mais ceux qui sont sevrés depuis plusieurs années, où ça se passe très bien, où on peut faire d'ailleurs des bilans d'absorption pour justement regarder quelle est l'absorption. Mm. Là, on se dit, on va peut-être essayer d'arrêter la vestive ou au moins passer un jour sur 2, puis un jour sur 3, et puis on voit. Donc en fait, c'est pas du tout impossible d'arrêter. Oui, ça, c'est plutôt bon, hein. Ouais, et surtout qu'on a un truc pour nous, en pédiatrie, c'est que la croissance est compliquée, mais la croissance, ça s'arrête un jour. Donc, à 18 ans, on n'a plus besoin de grossir, on n'a plus besoin de grandir. Et donc là, du coup, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra arrêter Le VLP, enfin, le traitement, puisque les besoins sont moins importants. Donc,
J'aimerais qu'on revienne rapidement sur quelque chose qui me paraît quand même très essentiel, puisque, comme vous l'avez dit, on a plusieurs parties de grêle, et il me semble qu'ils ont des noms, ces Ouais. parties-là. J'aimerais juste qu'on revienne sur cette partie, justement, du grêle qui va délibérer cette fameuse hormone GLP-2, Mmh. puis en remontant, parce que je trouve que c'est important, parfois on s'y perd entre le duodénum, le jugeot, l'iléon, Ouais. et c'est quand même important de savoir tout ça. Ouais, alors, en fait, bon, il y a le duodénum qui est vraiment situé tout au début, donc qui, à partir de l'estomac. Donc proximal, oui, Ouais, plutôt l'estomac, oui. ouais. Et donc, qui fait un espèce de S. Ok. Et on mesure en fait l'intestin pas à partir du duodénum, enfin, on mesure pas l'intestin à partir de l'estomac, on le mesure à partir de ce qu'on appelle l'angle de Tretz, qui est D'accord. justement un des angles de ce S. Donc, ouais, on n'a plus d'intestin que ce qu'on dit. On va mesurer que le jéjunum. Enfin, on mesure à partir du jéjunum. Le duodénum, on ne le mesure pas parce qu'il fait à peu près, je sais pas, 10-20 centimètres en gros. Et on dit que c'est pas, le duodénum absorbe relativement peu. En fait, il absorbe un petit peu quand même. Donc en fait, on mesure l'intestin grêle à partir du jéjunum. Le jéjunum, c'est toute la partie médiane et elle se prolonge dans l'iléon. L'iléon, c'est vraiment la partie terminale. C'est pas tout à fait la même fonction, mais en fait, c'est à peu près la même fonction et de toute façon, c'est un peu interchangeable. C'est-à-dire que si on vous enlève le jéjunum, bah, l'iléon, il va faire le travail du jéjunum Ouais. et vice-versa, sauf pour la vitamine B12 et le fer qui est beaucoup plus absorbé dans l'iléon et que le jéjunum n'est pas capable d'absorber, mais c'est assez théorique. Donc en fait, c'est Oui. pas très important, sauf peut-être pour la production de GLP-2, Ouais, c'est juste pour cette production-là je où trouve. oui, Ouais. OK. Ouais. C'est le vrai dilemme finalement. Oui, et c'est aussi pour ça que c'est hyper important alors dans d'autres maladies que la maladie Hirschsprung, mais que les chirurgiens puissent préserver du côlon au maximum. Mais par contre, je me dis, alors OK, on a une fonction, du côlon qui fonctionne plus, bon soit, on est obligé de le retirer, mais est-ce que, c'est pas possible sur certaines formes où il y a peut-être 3-4 centimètres du l'iléon qui est touché, mais comme on sait que c'est extrêmement important pour, justement le GLP-2, est-ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui des solutions de garder cette, comme un type de réservoir finalement, Ouais. les conserver? Alors on a essayé, hein, on a essayé de faire ça, ou alors pas avec le côlon parce que ce serait trop compliqué, mais justement d'essayer sur les formes très étendues, Mmh. d'essayer de récupérer du grêle parce que c'est quelque chose d'extrêmement dramatique, je trouve, et frustrant de se dire, mais on a tout cet intestin, il y a toute la muqueuse, et juste parce qu'il se contracte pas, on va devoir le jeter, quoi. Ouais. C'est affreux. Enfin, c'est vrai, c'est bon. Et donc il y a une technique qui a été essayée, enfin je pense qu'il y en a plusieurs, mais une qui a été retenue, qui est ce qu'on appelle la myotomie longitudinale, qui est en fait de prendre un des segments malades, comme de l'iléon par exemple, ou le plus proche de l'astomie, et d'ouvrir pour qu'il puisse plus fonctionner le muscle qui fait que l'intestin Et en occlusion, est quoi. complètement Oui. contracté. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est qu'en fait, il se détend pas. Et donc, on ouvre, en fait, on coupe ce muscle, et comme ça, l'intestin, il devient flasque. Et ensuite, on le raboute à l'intestin sain et on met tout ça en stomie. Sur le papier, c'est génial. Parce que vous dites, bah, il y a l'intestin du haut qui fonctionne, j'ai de l'intestin, ok, qui contracte pas, mais bon, il est en stomie, donc ça va pas bloquer le flux et ça va me permettre d'absorber. Ben, en fait, dans 90% des cas, ça marche pas. Ça marche pas parce que même si cet intestin myotonisé, il fait que 30 centimètres, bah, il bloque en fait. Donc il génère bien de la cellule, mais du coup pas enfin, Ça marche pas. ouais, ça fonctionne pas. Parce que probablement, en fait, l'intestin, il a besoin de cette contraction pour fonctionner et pour absorber. Mmh. Parce que l'intestin, c'est pas juste une muqueuse, c'est une muqueuse qui se contracte, et d'une certaine façon. Et donc du coup ça ouais, Ouais. échec. Et c'est vraiment dommage. Et puis parfois, enfin, pas des catastrophes, mais un petit peu quand même, quoi. Des enfants qui mangent plus, qui vomissent, Puis un risque tout ça pour gagner. Ouais. d'entérocolite un Ouais. peu plus important du coup sur ces, mais c'est super intéressant, et donc après vous avez donc le côlon qui est retiré, et après, le sphincter du coup lui, assez capricieux, n'est-ce pas? Mais donc du coup en général ça se passe plutôt bien quand il y a la remise en continuité et cetera? Alors après, il y a des enfants qui, même avant le sevrage de nutrition parentérale, qui ont une forme longue Mmh. et qu'on arrive à abaisser. Oui. Donc chez qui on peut enlever la stomie. Mais c'est pas sans risque parce que la stomie, quelque part, c'est Une sécurité. surveillance.
Et puis le problème, c'est que dans les formes longues, il y a aussi des formes ce qu'on appelle les formes transitionnelles, un grêle transitionnel, qui du coup fonctionne pas trop mal quand il est en stomie, parce que stomie, ça sort tout seul normalement, hein. Mais alors si on abaisse à l'anus, Et qu'il est en transitionnel, forcément. ah bah là, ça peut faire aussi des catastrophes. Mmh. Parce qu'en fait, on va pas s'en apercevoir tout de suite parce que l'enfant, il a des selles. En fait, il vide pas complètement son intestin. Et du coup, l'intestin, petit à petit, se dilate, se dilate, se dilate. Et pareil, on a des on va appeler des entérites Ouais. à minima avec des ulcérations, Et puis des des gros pertes, des ballons. anémies, et petit à petit, une distension, ouais. Mais C'est ça, ce qu'on l'intestin appelle qui des marche pas bien. subocclusions avant, Ouais, justement. en fait, une espèce de subocclusion qui est Ouais. très difficile à détecter cliniquement, mais qu'en fait, on voit parce que, bah, il y a une anémie, parce qu'il y a une petite inflammation, et dans ce Mmh. cas-là, il faut remettre en stomie. Puis parfois, bah, il faut se dire que malheureusement, il vaut mieux être, en stomie et en bonne santé Mmh, mmh, mmh. que, abaissé, mais avec, une anémie, une nutrition parentérale, et cetera, quoi. Et vous, je reviens sur la remise en continuité, mais du coup, la stratégie, lorsque vous sentez un enfant plutôt prêt à sevrer, enfin, le but, ça va être de sevrer avant une remise en continuité, par exemple, ou plutôt faire la remise en continuité et sevrer après, pour la parentérale. Moi, je pense que ça a pas d'importance. C'est Ok. plutôt, en fait, où on est au moment, où on décide d'aller retirer la partie malade. Parce que autant tout faire en un temps. Si on a, par exemple, un enfant, je sais pas, qui a 60 centimètres de grêle, on est sûr qu'il est en zone saine. La stomie donne, mais bon, pas tant que ça. On se dit, il y a assez de longueur pour faire un abaissement. 300 ml par les fesses, c'est gérable. Pourquoi pas? Donc, dans ce cas-là, l'abaissement, il est fait au moment où on enlève la partie malade. Si par contre, je sais pas, moi, il y a 40 centimètres, mais la stomie, elle donne 600 ml, c'est rien, quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas. Oui, Je pense que là encore, oui, on on t'a est vraiment sur le début de stomie. Enfin, est-ce que ça va être vivable pour l'enfant? Parce que les selles, elles sont hyper acides aussi, Oui, hein, donc, ça enfin, c'est je veux encore dire, un sujet, oui. c'est l'enfer, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'avec le grêle, vous voyez jamais de sel moulé, enfin, ça Mais non, n'existe pas. ben non, On non, est bien d'accord. non, non. OK. Et on n'a pas parlé d'une chose, c'est, tout ce qui va être bouton de gastrostomie. Ouais. Heu, je sais qu'il y a certains enfants qui l'ont Mmh. parce que, ils ont considéré que la parentérale, ça y est, on pouvait s'en débarrasser Ouais. et du coup, on leur met le bouton de gastrostomie. Alors, ouais, le bouton de gastrostomie, il a 2 fonctions dans la maladie qui peuvent être très différentes. Soit c'est pour alimenter, parce qu'il y a un problème d'oralité, Mmh. mais nous, bah, on considère que, bah, on préfère prendre le temps, de rééduquer l'oralité. Ils ont déjà une nutrition parentérale, on va pas rajouter, une nutrition entérale, c'est pas nécessaire. Ensuite, mettre un bouton de gastrostomie chez un enfant qui n'a aucune chance d'être sevré de sa nutrition parentérale, pour l'alimenter, ça n'a aucun sens. Donc en gros, dans cette indication-là, pour nous, c'est non. Par contre, il y a des cas de maladie Hirschsprung qui sont tellement étendus, qui vont jusqu'à l'estomac. Et dans ce cas-là, la stomie parfois ne suffit pas à lever l'occlusion. Et dans ces cas-là, bah, le bouton de gastrostomie, il est à visée évacuatrice. Alors c'est très rare, mais ça existe. Et donc, quand c'est comme enfin, vous en avez déjà vu quand même? Des enfants où justement vous avez dû mettre, enfin, ouais, Oui, 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 bah, des formes étendues à l'estomac, ouais. c'est incroyable. Ouais. Et donc du coup, ça fait office de stomie, Bah, il y a quand même la stomie, mais parfois on est obligé d'ouvrir le bouton de gastrostomie parce qu'ils sont en occlusion, et qu'ils vomissent. Donc, oui, donc vomissent bilieux, bah, heureusement c'est rare, hein, mais bon, vous voyez, sur les 20 dernières années, il y a dû y avoir 2 ou 3 enfants dans cette situation. et je me souviens de ce que vous étiez en train de me dire où on disait plutôt aux enfants, de manger gras et cetera. Vous poussez pas forcément les parents sur des aides diététiques type, les produits que les diététiciennes, recommandent parfois pour justement, qu'on met dans le lait ou dans les aliments, Non, parce que ça peut aider, mais ponctuellement. Quand on veut passer un cap ou par exemple les compléments hyper énergétiques, quand on est un petit peu juste mais on a rarement besoin. En général, c'est des enfants qui mangent, hein. Si on les a bien pris en charge depuis le départ et qu'il n'y a pas eu d'enjeu sur l'alimentation et des enfants qui n'ont pas été en occlusion, longtemps, c'est des enfants qui mangent. On peut être amené à le proposer si on a vraiment envie, de les sevrer de nutrition parentale et qu'on sent qu'on y est presque et qu'il manque Ouais. un tout petit peu plus. Et c'est vraiment, ponctuel, quoi. Enfin, la différence, c'est pas là-dessus, en fait. Oui, c'est pas ça qui va apporter vraiment une masse, Non, non. OK.
Oui, vous avez déjà testé, quoi. Ouais. OK. Bon et beh, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la partie, en tout cas, de forme étendue. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire aux familles avec, justement ces enfants à forme, étendue? Est-ce que vous avez des conseils à leur apporter? Bah, je pense que les conseils qu'on peut donner, c'est de se dire, que c'est important qu'ils soient en confiance avec l'équipe qui les suit, qu'ils acceptent la nutrition parentale qui est, une aide, fondamentale, pour leur enfant, et que le fait de l'accepter, sans être pressé de l'arrêter ou sans se dire qu'elle s'arrêtera un jour, ça changera complètement leur, vision des choses. D'apprendre à vivre avec la nutrition parentale plutôt que de la subir. Je Oui. pense que c'est le message essentiel, de pas se focaliser sur la stomie. La stomie, c'est un petit peu pareil. Il y aura peut-être des progrès plus tard. Il y aura des progrès plus tard. Oui. Et voilà, il faut pas se dire, c'est horrible une stomie. Bah non, là, il en a besoin aujourd'hui. Bah, on verra plus tard. Et surtout, de leur dire aussi que eux peuvent se dire que c'est horrible, que c'est très dur. Mais il faut pas qu'ils oublient que leur enfant, lui, il va bien et que pour lui, c'est normal tout ça. Et Et oui. que donc lui, il souffre pas. Et ça, je trouve que c'est très, très important. Parce que je pense que pour ses parents, ben, toujours dans leur tête, c'est de se dire, bah, est-ce que mon enfant souffre? Est-ce que je lui fais du mal finalement? Bah non. Donc, non, ils ne font pas de mal. Ils font ce qu'il faut. Alors après, il y a une chose dont on n'a pas parlé, et c'est vrai qu'on propose très peu, mais on peut être amené à proposer, c'est la transplantation intestinale. Ah oui, mais en plus, je Voilà. voulais vous te poser la question parce Ouais. qu'au Canada, de ce que j'ai pu, lire, mais ils le proposent. C'est vrai qu'en France, on nous propose beaucoup moins ça. Enfin, c'est pas quelque chose qui, Ouais, et au Canada, aux États-Unis, enfin dans les. ouais. Alors, la transplantation intestinale, pourquoi est-ce qu'on la propose pas beaucoup en France? C'est pour deux raisons. Déjà, nous, on considère que la nutrition parentale se passe bien et n'est pas dangereuse pour les enfants. Ce qui n'est pas du tout ce qui est considéré dans d'autres pays. D'accord. On considère toujours que la parentale, c'est dangereux. On considère qu'une parentale bien faite par une équipe qui a l'habitude, ça se passe bien. Il y a très peu d'infections, il y a très peu de problèmes au niveau du foie. Bon, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui, les résultats de la transplantation intestinale ne sont pas bons. On est sur 70% de survie à 5 ans. À 5 ans après la Ah oui, transplantation. non, d'accord, OK. Et aussi le greffon qui a parfois besoin d'être retiré en fait. Donc après on revient à la case départ. Et en plus, il y a la survie, c'est une chose, et puis après il y a le fait que une transplantation, c'est souvent des mois d'hospitalisation. Comme l'intestin est un organe qui est plein de globules blancs et plein de bactéries, il faut à la fois donner des immunosuppresseurs très forts pour que l'intestin soit accepté, ne soit pas rejeté par l'organisme, et puis gérer les éventuels sepsis, etc. Et donc c'est compliqué parce que les enfants sont très affaiblis au plan immunitaire et peuvent faire un sepsis un peu pour n'importe quelle raison, et donc ils deviennent très fragiles. Et on est tout le temps dans la peur qu'il y ait un rejet par l'organisme, et quand il y a un rejet, il faut à nouveau faire des traitements qui sont très agressifs, et donc on considère que la morbimortalité est vraiment à réfléchir par rapport aux bénéfices de la transplantation. Donc en gros, c'est quelque chose qu'on va proposer que quand il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire que quand l'enfant est à risque vital si on ne le transplante pas. Donc ça veut dire souvent que si on est amené à discuter une transplantation intestinale, c'est que le foie va pas bien, parce que le foie, c'est un organe vital. Donc en fait, souvent, ce qu'on propose, c'est plutôt une transplantation foie plus intestin. Mais on essaie de pas en arriver là. Donc on préfère largement une nutrition parentale, même si c'est tous les jours, mais une nutrition parentale qui se passe bien, plutôt qu'un enfant que, quelque part, on est obligé de proposer à la transplantation. Ouais. Ah oui, bah, vu les risques. Bon, après, c'est notre expérience. Mmh. C'est pas forcément la même d'autres centres. Il y a peut-être des centres qui ont des meilleurs résultats en transplantation. En tout cas, nous, c'est ça la réalité. On a eu même des enfants qui étaient eux-mêmes demandeurs de transplantation parce qu'ils n'en pouvaient plus d'avoir un cathéter, par exemple. On a dit non, tu vas trop bien pour qu'on te propose la transplantation. Et du coup, on a trouvé d'autres solutions pour le cathéter. Alors, on n'en a pas parlé, mais chez la plupart des enfants, on propose la nutrition parentale sur un cathéter Broviac. Oui. Donc, c'est un cathéter qui sort, hein, qu'on voit sur la peau. Mais on peut aussi faire la nutrition parentale sur ce qu'on appelle une chambre implantable, qui du coup est sous la peau et qui change quand même la vie des ados. Des ados surtout. Des ados, parce qu'en fait, il faut quand même du coup piquer dans la chambre pour perfuser. Oui. Et puis quand c'est tous les jours, parfois c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr que ça change la vie. On a comme ça des enfants qui ont une pose de chambre implantable et qui sont arrivés en consultation et qui m'ont dit, mais regarde, j'ai plus de caté. Alors qu'il avait une chambre implantable. Donc c'est. Oui, enfin ouais, c'est là où on ça voit change que le tout quand côté même. social, Ouais. évolue quand Puis même se plutôt baigner. bien. Et puis, Oui, alors ça, c'est vrai que c'est. alors on peut se baigner, hein, mais c'est vrai que c'est un peu. Ah ouais, c'est.
C'est rock'n'roll, surtout avec des bébés et est-ce que vous auriez un mot à dire, notamment plus alors, je dirais à vos confrères qui ont aucune connaissance de la maladie de Hirschsprung? Est-ce qu'il y a quelque chose, un message, que vous vous dites: «Oui, il faut vraiment qu'il circule, pour que» Bah, je pense que c'est normal de ne pas connaître la maladie de Hirschsprung quand on est médecin ou même quand on ouais, est pédiatre. On sait que ça existe, hein, quand on est pédiatre, mais c'est normal de ne pas connaître, ni le pronostic, ni, le quotidien d'un enfant qui a une maladie de Hirschsprung, ni les stomies et cetera. Mais que, il existe, hein, maintenant, pas mal de colloques, des associations, Fimato, qui peuvent aussi, renseigner les collègues et que surtout qu'ils n'hésitent pas, à nous solliciter, nous dans les centres de référence, dans les centres experts, maladies rares digestives, pour avoir des informations et qu'on sera toujours content, de discuter avec nos collègues sur les et oui. problématiques qu'ils peuvent avoir. Est-ce que enfin, j'imagine que vous en entendez quand même quelques problématiques qu'il peut y avoir en province ou ce genre de choses, sur des médecins qui sont pas forcément connaisseurs ou, Oui, mais je trouve que la plupart des collègues quand même, en tout cas en pédiatrie, sollicitent quand même, ouais, assez facilement quand ils savent pas. ouais, Et je crois que c'est c'est plus important, important. enfin, je veux dire, c'est normal, hein, quand on est pédiatre, de pas tout savoir. D'autant plus que si on spécialise dans une sous-spécialité, bah, on ignore complètement ce qui se passe dans les autres. Donc c'est normal de pas savoir, mais ce qu'il faut, c'est demander. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, docteur Lamb, pour cet échange. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bah, Certaines écoutez, à choses bientôt. assises. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode passionnant avec le Dr Lamb. Un immense merci à elle pour son temps, sa générosité et la richesse de ses explications. Nous espérons que cet échange vous aura éclairé, inspiré et donné matière à réflexion. Merci à vous également, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et votre écoute. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à continuer à produire du contenu de qualité. Si vous souhaitez nous soutenir davantage et contribuer au développement du podcast, nous vous rappelons que la cagnotte est toujours ouverte. Chaque participation, même symbolique, nous aide à améliorer le matériel, inviter de nouveaux intervenants et vous proposer encore plus d'épisodes enrichissants. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où vous découvrirez Fanny, la maman de Samy, qui nous racontera les moments extrêmement difficiles qu'ils ont pu traverser, mais aussi comment elle a trouvé la force et le courage de continuer à se battre. Prenez soin de vous et à très vite. Petit Hirschsprung deviendra grand.